qu'elle allait m'écraser, m'empuantir. Peut-être continuer à me pourrir, mais d'un pourrissement nouveau. Je suis arrivé dans le couloir, j'ai regardé, ma musette pendait, comme si je l'avais quittée la veille. Pour un peu, je crois que j'y aurais découvert dedans un sandwich et une chopine de pinard. À côté de la cuisinière, il y avait toujours la boîte à cirage. Dans le buffet, en bas, les casseroles qui étaient rangées. Et au mur, celle de la néglisse, tout en cuivre, bien brillée. Oui, je remettais les pieds là-dedans. Je me trimballais d'une pièce à l'autre. Je jetais un petit coup d'œil dans la rue. À croire que ce monde-là était là depuis une éternité. J'ai trouvé le moyen de poser une question. Le pipelet, c'est toujours le même, Dominique? Ma mère m'a répondu oui en pleurant. Alors j'ai saisi ce prétexte et je suis descendu vers la loge de Dominique. Mais je ne suis pas rentré dans la loge. J'ai contourné le petit palier, puis je me suis engouffré dans l'escalier de la cave. J'ai tendu l'oreille, j'entendais rien. Je suis arrivé à la porte et j'ai frappé tout doucement. Puis j'ai entendu rentrer. C'était une voix de femme. Alors je suis rentré. Je la connaissais pas, elle me connaissait pas. Elle m'a demandé ce que je voulais. Elle avait une drôle de gueule, c'était une rouquine. Peut-être aux 50 ans. Peut-être beaucoup plus jeune, mais déjà tellement bouffée au vert. Une rouquine qui se teignait rouquin, qui était une brune avant. On aurait dit un balai sur un crâne pratiquement désossé. Elle avait bénéficié de tout ce qu'on avait laissé. Elle était peut-être là depuis un mois, peut-être un an. Non pas je m'étais désintéressé de ma cave, mais je n'étais plus jamais redescendu. Je ne savais pas ce que c'était devenu. Tout ce que j'avais appris, c'est qu'il n'y avait plus d'inondation. Que quand je descendais chercher de temps en temps du charbon, et que c'était juste à la période des crues, il n'y avait pas d'eau. Elle m'a demandé de m'asseoir, j'ai accepté. Elle m'a demandé qui j'étais et si j'habitais dans la maison. Je lui ai dit oui, je suis le fils du premier à droite. Alors tout de suite, elle s'est mise à sourire, elle m'a offert un verre de vin. Elle savait que j'étais parti. Et puis elle m'a regardé avec un tout petit sourire et elle m'a fait comprendre qu'elle savait que lui aussi était parti depuis très peu de temps. Et elle s'est mise à rigoler sans que je sache pourquoi, ni même que je le comprenne. Et quelques heures après, même pas une heure peut-être, alors que je m'apprêtais moi à remonter et à retrouver le premier étage, il y a une gosse qui est arrivée, une petite fille, qui avait une dizaine d'années, malingre. La seule chose qui était grande en elle, c'était ses yeux. Elle avait aussi de toutes petites oreilles. J'ai pensé une seconde à la taille de Nénette. Puis j'ai chassé ça. Elle est venue vers moi et très gentiment, elle m'a fait le bibi. Un bon bec sur les joues. Alors je lui ai rendu ça. Puis elle est restée entre mes jambes, en penchant sa tête et en amenant un doigt vers une oreille. Je lui ai demandé son nom. Elle s'appelait Marguerite. Un très joli nom, je lui ai dit. Je lui ai donné le mien et elle m'a dit qu'elle le connaissait. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Alors elle jouait dans la cave. Je lui ai dit, à quoi tu joues? Elle me dit, je peux pas le dire, maman, elle veut pas. Je dis, bah dis-le quand même, moi je suis là. Moi j'ai habité là. Tu dors dans quel lit? Elle m'a montré mon petit lit. Et en voyant le petit lit, j'ai vu l'étagère au-dessus du lit où il y avait le poste de TSF. Alors là, il y avait un tas de petits paquets. Des petits paquets qu'on n'avait peut-être jamais fait. C'était peut-être des boîtes de médicaments, mais je voyais pas ça de là où j'étais. Je lui ai dit, tu dors bien dans ce lit? Elle m'a dit qu'elle rêvait. Alors les petites questions, pas du tout d'usage, mais je voulais savoir à quoi elle rêvait. J'aurais été très heureux si elle m'avait dit qu'elle rêvait comme moi. Par exemple d'une plaine ou de chevaux qui sautaient des haies. Ça lui arrivait de rêver de cheval, d'un grand cheval, sur lequel elle essayait de monter, mais il était tellement haut qu'elle ne pouvait pas arriver. Alors elle tirait après la crinière, le cheval, il baissait la tête, mais elle ne pouvait pas arriver à monter sur la tête. Alors elle avait essayé par la queue et
En tirant sur la queue, il était sorti du crottin. Elle s'est excusée. C'était pas une belle histoire, qu'elle allait se faire gronder par sa mère. Elle parlait avec une petite voix si fluette, si douce. C'était un petit chuintement de gaz qui fait bouillir une casserole. C'était d'un beau. Puis elle m'a demandé moi ce que je rêvais. Alors je dis oui, oui, je rêve aussi. Je rêve de chevaux. Mais moi, je réussis à monter dessus parce que je suis plus grand. Puis je me mets à cavaler. Alors elle m'a dit oui, mais il paraît que quand un cheval ça s'emballe, eh bien, il faut se mettre à travers lui, dans la route, ouvrir les bras et puis lui prendre les morts. Oui, c'est vrai, faut faire ça, mais pas une fille, un garçon. Seulement moi, les chevaux que la nuit je connaissais, eh bien, ils s'emballaient pas. Ils allaient vite, mais j'avais jamais peur et c'était jamais dans une rue. On courait dans les bois. Elle m'a dit que c'était le bois de Saint-Cloud. Je dis oui, c'est ça, on court dans les bois de Saint-Cloud. Puis elle est allée, elle a essayé de me chercher ses jouets. C'était beau, c'était resté très, très propre. Elle était très soigneuse, on le voyait tout de suite, avec un petit tablier, une robe qui dépassait par en dessous. Si ce n'avait été sa maigreur, on aurait presque pu la prendre pour une petite d'un étage et non pas de la cave. Et comme il y avait la grande table ronde au milieu qui était restée là chez elle, j'ai jeté un coup d'œil en dessous. Puisque j'étais parti pour remettre mes pieds dans mes empreintes, au moins que j'aille jusqu'au bout. J'ai regardé la plaque. Il y avait la plaque d'égout en dessous de la table. Alors elle a vu que je la regardais, puis elle m'a dit, des fois je mets mon oreille là-dessus, puis j'écoute. J'ai dit, mais t'as pas peur qu'il y ait quelque chose qui vienne par le trou? Elle me dit, non, qu'est-ce que tu veux qu'il vienne? Je dis, je sais pas, un petit bonhomme. Je pensais pas à un rat. Mais si j'avais pensé à ça, ça m'aurait fait peur. Je lui ai dit, tu sais, faut pas trop mettre ton oreille là-dessus. Il y a un moment, l'îlot venait. Oui, je sais. Tiens, je vais te montrer. Puis elle me montre et jamais j'avais remarqué que la peinture que le père avait passée sur les murs avait laissé, comme un sismographe qui prend tous les tremblements, avait laissé toutes les traces des crues passées, précédentes, de plus en plus hautes, qui laissaient une trace de plus en plus claire, qui avait rongé la peinture. Alors on a parlé de la plaque. C'était pour elle un copain, c'était pas une copine, c'était pas une plaque, c'était un plaque peut-être. Alors je lui ai dit que moi aussi, moi je m'asseyais. Puis je me suis penché vers son oreille et je lui ai dit, une fois j'ai fait pipi dans le trou. Alors elle a rigolé. Elle m'a dit, oui, moi je peux pas parce que j'ai pas un robinet. J'ai dit, oui, t'as pas un robinet, moi j'ai un robinet, moi je me mettais là, allez hop, ça pissait. Puis sa mère, elle s'est taillée. Elle a dit, bon, moi je vous laisse un peu, hein. Je reviendrai tout de suite. Je crois que la vieille, elle faisait encore le tapin, là. Je dois pas me tromper. Elle a dû aller dans la rue du Port. Alors avec la gosse, je pouvais plus la laisser et tout y est passé. Ce qu'elle mangeait, ce que j'aimais, ce qu'elle n'aimait pas. On essayait de trouver des points comme ça pour nous rencontrer. Et puis, tout à coup, au moment où je m'y attendais le moins, brusquement, elle ouvrait les bras et puis elle venait poser un gros bibi. Alors moi, je lui rendais ça par des gros bébèques. Ça a marché vraiment au petit poil de poil. Puis je me suis encore remis sur la plaque. Et un petit fragment de seconde, j'ai pensé que s'il n'avait pas été là, j'aurais pissé dans le trou. Je sais pas comment je m'y serais pris, je m'en serais certainement foutu plein les pattes, mais j'aurais bien aimé pisser là-dedans, puis mettre mon oreille tout de suite derrière pour voir s'il y avait de l'eau qui était très loin ou pas. Non pas mon rêve, mais mon envie à un moment, c'est, après la première crue, j'avais décidé que quand l'eau se retirerait, j'essaierais de soulever la plaque. Puis comme il y avait des échelles dans les égouts des rues quand on les voyait ouverts, il devait y avoir une échelle là-dessous, puis je descendrais avec une lampe et je regarderais. Je voulais voir qui est-ce qui habitait en dessous. En dessous moi, en dessous mon lit, en dessous la maison. Ça, je l'avais jamais fait. Par contre, pour essayer de trouver l'écho, c'était difficile. Il fallait de temps en temps faire tomber quelque chose. Il y en a un qui avait fait tomber quelque chose dedans. J'étais vraiment très, très môme. L'oncle était donc encore là. Quand la vieille, pour la xème fois, retombant malade, était restée dans son plumard. Moi, j'avais mon petit licage, là, juste à côté. Et je restais à côté de ma mère parce que je n'allais pas encore à l'école. Je devais donc avoir 5-6 ans, c'est ça. Et l'oncle, lui, gardait la mère le matin un petit peu, l'après-midi un petit peu. Il lui donnait à manger. La grand-mère, elle, travaillait au lavoir et puis le père grattait ailleurs. À l'époque, il était charpentier. Il ne travaillait pas chez Renault, je crois. Et l'oncle faisait le garde-malade. Puis en même temps, il m'amusait. Il nous amusait, ma mère et moi. Il réussissait à faire rire ma mère. Il aimait beaucoup se foutre des culottes de ma mère sur la tête en disant « ça fait un beau chapeau ».
Ma mère riait en disant c'est sale. Moi, je comprenais pas, puisque les culottes étaient propres. L'oncle, il aimait beaucoup les culottes de la vieille. Il avait un coup pour quand on allait dans la cour, puis que la mère venait de faire sa lessive et qu'elle étalait ses parures mouillées. Il regardait s'il y avait personne dans la pièce, il y avait personne qui regardait au-dessus. Puis, à l'endroit du sexe, il respirait un bon coup, puis il disait « Oh, ce que ça sent bon !» Alors moi, comme j'étais trop petit, je pouvais pas sentir. Il fallait que je monte sur une chaise. Alors à la maison, j'étais rentré, puis j'avais ouvert l'armoire, sorti une culotte de la mère, et puis, au même endroit, j'avais respiré. Je crois que ça sentait rien. J'avais trouvé que ça sentait bon. Et cette fois où l'oncle gardait la mère malade, on avait eu une sale visite. J'allais pas encore à l'église. On n'en parlait pas à la maison. Donc je pouvais tirer mes conclusions, si j'avais été en âge de le faire. Il n'y avait pas de question de curé à la maison, ni de prière, excepté la grand-mère. Et un matin, on a entendu descendre dans les escaliers un pas tâtonnant, un pas qui cherchait marche après marche pour pas se casser la gueule. C'était donc quelqu'un qui ne nous connaissait pas. Ça ne pouvait pas être le médecin, qui lui descendait là-dedans exactement comme s'il était descendu chez lui. Et on a frappé d'abord à la porte du petit chiotte qui était là dans la cave. Et l'oncle a dit, ça c'est un con, il veut rentrer dans les chiottes. Et puis ma mère a dit, non, c'est la porte d'après. Alors on a frappé à la porte d'après. Puis on s'est regardé en se demandant qui est-ce qui venait nous rendre visite quand la mère était malade. Et la personne qui venait nous rendre visite quand la mère était malade, c'était un curé. Ah! Il n'y avait jamais eu de curé dans la cave. J'en avais bien croisé un peu dans la rue, mais j'avais une telle frayeur à cause de l'oncle, qui me disait qu'il nous foutait sous leurs jupes, et puis là on rentrait dans la chair, puis on ne nous revoyait plus. Il ne s'agissait pas pour moi de me parler du croque-mitaine, du diable ou des rats, même des chats, parce que l'oncle avait une haine des chats. Il fallait me parler, me dire le curé va te foutre sous sa soutane. Alors la soutane, sa soutane, pour moi ça faisait un seul mot. C'était une sa-soutane qu'il avait. Et quand je voyais un curé de loin, je me planquais. Je détalais devant lui. La mère essayait de me faire comprendre, mais non, c'est pas vrai, il dit ça pour te faire peur, mais c'est faux, les curés, c'est gentil, puis elle avait arrêté parce que le père gueulait. Alors là, on se trouvait nez à nez, avec un curton. Un mec, entre deux âges, assez gros, qui, avec une petite voix toute chevrotante, se met à dire « Ah, j'ai appris que vous étiez malade, alors c'est pas parce que vous ne venez pas à mon église. Vous allez dans une église, madame, à laquelle vous allez peut-être à Saint-Cloud, eh bien, il faudrait venir chez moi, à Sainte-Bernadette. » Alors la mère tournait la tête dans tous les sens. Ça aurait pu lui faire plaisir si je n'avais pas été là, et surtout si l'oncle avait été ailleurs. Mais elle le redoutait. Elle le redoutait beaucoup plus que le père, parce qu'il avait non pas les gestes coléreux et passionnés, balayant la table d'un revers de la main ou retournant une chaise, cassant des disques. La mère aussi qui avait ces mouvements-là très durs. Une fois le vieux était rentré avec un gramophone, il s'était tellement endetté avec ce gramophone et 2-3 disques qu'il avait que la mère a piqué une véritable colère. C'était Joséphine Baker, Mistinguette et tout ça. La mère elle a dit, mais c'est pas possible, où est-ce que tu as la tête? On n'a pas de rond, on a des dettes et t'achètes encore un gramophone. Mais t'es pas un peu dingue, non? Alors le vieux qui était tellement sûr d'avoir fait la grosse chose, d'être venu avec une surprise phénoménale, il était comme abasourdi. Et la mère, elle a pris les 3 disques, puis elle les a cassés sur la tête du père. Mais, par-dessus tout, je l'ai dit, c'était l'oncle qu'elle craignait. L'oncle, lui, il était là, justement, assis à ce moment-là, ne bougeait pas, regardait le curé, s'était mis à sourire. Pas le curé, mais l'oncle. Puis le curé dévidait sa bobine. Je sais que vous êtes des pauvres. Je sais que vous avez été malade déjà plusieurs fois et que le joli petit garçon que vous avez ici, eh bien, il va bientôt aller à l'école et qu'il a l'air bien mignon. Est-ce que tu connais tes prières? Est-ce qu'on te fait faire des petites prières? Puis j'entendais l'oncle qui commençait lentement à s'impatienter sur son tabouret, qu'il faisait craquer, grincer. Ça se terminait assez vite. Le curé s'est approché de ma mère et lui a touché la main qu'elle avait posée sur son ventre par-dessus les draps. Il lui a touché en la secouant légèrement. Il avait des mains gonflées, des mains de gras. Puis il a fait demi-tour,
Et au moment où il arrivait à la porte, il a plongé un bras dans une de ces immenses poches dans lesquelles il devait nous mettre pour nous manger ou pour nous faire disparaître. Alors je me suis mis derrière l'oncle. Et j'ai eu peur. Il préparait sa poche pour me mettre dedans. Et l'oncle, il s'est mis à rire, mais à haute voix. Et le curé, quand il a sorti sa main, il avait une pièce de 40 sous. À l'époque, elles étaient en bronze. Puis il a voulu la poser sur la table. Puis comme l'oncle était entre lui et la table, il l'a tendue à l'oncle. L'oncle a pris la pièce. Il a légèrement fait grincer la table en la poussant. Il a conservé son sourire. Puis dans la fente de la plaque d'égout, il a dit « Ça, c'est notre tirelire. Maintenant, taillez-vous. » Le curé s'est mis à trembler. Il a presque voulu partir par la fenêtre. Il ne savait plus son chemin. On l'a entendu marcher dans le couloir de la cave pendant au moins une trentaine de secondes. Il devait se foutre plein de poils d'araignée. L'oncle éclatait de rire. La mère s'était mise à pleurer. Alors j'ai pas pu raconter cette histoire-là à la gosse. Mais je lui ai dit « Ça pourrait être ta tirelire. » Alors elle m'a dit oui, mais il faudrait que je puisse descendre après dedans. Je lui ai dit bah tu pourrais peut-être descendre, seulement il ne faut pas mettre des sous. Ça serait une tirelire où tu mettrais une allumette de temps en temps. Puis quand tu seras grande, eh ben, tu auras une réserve d'allumettes là-dessous, ça sera ça ton trésor. Alors on a fait l'essai tous les deux tout de suite. Elle a fait tomber sa première allumette. Et puis moi j'ai fait tomber la seconde. Je lui ai dit ça y est, maintenant tu vois, elles sont dans le fond, elles attendent toutes les deux. Ça c'est le papa et la maman. Puis tous les jours, eh ben, tu vas mettre des petits enfants, des petits garçons, des petites filles. Après, tu vas mettre un petit chat. Après, tu vas mettre un petit chien. Après, tu vas mettre un petit cheval. Mais il ne faut pas mettre toute la boîte d'allumettes d'un coup parce que ta mère, sinon, va se mettre à gueuler. Puis je l'ai quitté, sans oublier de nous faire des gros becs. Je suis remonté chez moi. Ça y était, normalement, la nuit tombait et ce que j'avais prévu sans y penser, sans me dire, ben, on reviendra ou ne reviendra pas. Comme s'il était parti la veille. Il a rentré sa clé dans la serrure. Il a poussé la porte et puis, en la refermant, il a fait « C'est moi !» Et c'était lui. Il a embrassé ma mère comme s'il l'avait quittée vraiment le matin. Il a demandé qu'est-ce qu'il y avait à manger. Il n'a posé de questions à personne. Personne ne lui en a posé non plus. Je suis allé m'allonger après le repas. Ma mère a voulu m'embrasser, je lui ai dit non, je suis fatigué, laisse-moi maintenant. Elle a voulu dire quelque chose et ça, je lui ai dit, ne me dis surtout pas ça. Non, puis je suis pas revenu pour longtemps. Alors elle a haussé les épaules et puis elle est partie dans la pièce. Et j'ai entendu le lit grincer. J'ai passé quelques jours à chercher ce que je pouvais faire, ce que j'allais faire. Il n'était plus question de repartir à Amiens, pas plus qu'à Dole ou à Tavaux, ni à Neublanc. Retrouver au 17 de la rue de Billancourt, là-bas près du cimetière, l'escalier A au premier étage. Non, c'était fini ça aussi. Maître nageur, ben, d'abord on était au mois de septembre. Je pouvais pas refaire ça. J'étais pas un professionnel. Alors j'ai cherché pendant vraiment 2-3 jours comme un gars qui cherche non pas du boulot, mais du pain. À me mettre dans le corps autre chose que ce que la mère lui mettait. Une autre nourriture. Une nourriture peut-être aigre, ou peut-être trop sucrée, ou pas assez salée, mais quelque chose que je pourrais mastiquer. Qui pourrait faire un peu plus circuler mon sang et remettre en route mon cigare. Paris me dégoûtait. Les mecs que je croisais, connus ou pas connus, ils avaient des gueules de paquets de tripes ambulantes. J'avais l'impression qu'ils fuyaient. Non pas qu'ils fuyaient, me fuyaient, mais fuyaient, qu'ils avaient des pertes. Que ça leur coulait du cul et de la queue. Qu'ils étaient devenus des types très sales. Tous les matins, ils repartaient à leur boulot. Puis le soir, je les entendais revenir ou je les croisais. Les bistrots à nouveau se remplissaient. Ils comptaient même pas les absents. Ils s'étaient remis à écouter la TSF, à relire leur journal. Le dimanche, à bouffer le gigot flageolet avec le kill de rouge sur la table et le petit Pernod avant tout ça. Ils rotaient après manger, ils desserraient leur ceinture, puis ils repartaient. Il y en avait qui allaient à la pêche,
d'autres qui allaient revoir les premiers matchs de football. Les paris recommençaient, bientôt on ouvrirait les champs de course. Non, ça c'était pas possible. Pas possible, non seulement trop dégueulasse, mais avec ce qu'il y avait eu. Peut-être pas pour eux, mais pour moi je pouvais pas les supporter. Ils allaient m'empuantir, me filer leur sueur sur le dos, me prendre et me foutre un peu comme un porte-drapeau. Ça arrivait. 2-3 fois, j'ai croisé 2-3 gars dans la rue. Oh, te v'là! Ah, bah dis donc, formidable, bien, je te paye un pot. Je réussissais pas à les décrocher, je rentrais dans le bistrot et pour moi, ils racontaient mon histoire qu'ils ne connaissaient pas. J'étais un héros glorieux qui venait de passer 8 mois dans un maquis. Puis j'étais un type parti avec les partisans. Tous les autres s'étaient fait cravater par les Fritz, puis maintenant ils étaient en Allemagne, bien fait pour eux. Ah oui, c'était ça. C'était ça et c'était lui qui payait, qui remettait ça, encore un coup, encore un coup. Il voulait presque me cuiter, pour me rendre joyeux. T'en fais une gueule, ouais, je fais une gueule. Bah ça va pas, mon petit, t'es pas content d'être revenu? Je répondais pas. Alors il foutait le camp, puis moi je repartais ma petite ronde, ma petite cavalcade dans les rues, à droite, à gauche. Je retrouvais l'abreuvoir, je retrouvais tous les signes, les craquelures dans les murs, la balustrade, presque le nœud, le trou dans la balustrade, la porte, le bouton de porte que j'avais bécoté. À 100 bas chez Pilouface, juste à côté, les bistrots, la buée, tout revenait, tout recollait au poil. Et avec moi qui ne recollait pas, je m'étais fait un grand décollement de la plèvre. Je ne pouvais plus respirer. Un décollement fictif, mais beaucoup plus douloureux que quand on en a un de vrai. Pour respirer, il fallait que je m'y prenne à 2 fois, 3 fois, 4 fois. J'avalais des couteaux, du sel, du sable. Je rentrais seulement pour bouffer le soir. Dans la journée, ma mère était convaincue que je cherchais du boulot. Une fois, elle s'est hasardée, si tu retournais chez Ferman, il te donnerait une meilleure place, tu pourrais devenir le chef. Elle m'étonnait pas. Le père, lui, proposait que je rentre à son boulot, qui se faisait fort de me faire devenir quelque chose là-dedans. La grand-mère, elle, c'était la bougie. Une bougie qui commence à toucher son bout, son fond. Elle clignotait de temps en temps les yeux, puis elle repartait. Elle quittait de plus en plus rarement son lit. Ses prières, c'était fini. Je crois que c'était la seule qui avait mal supporté le coup. Qu'encaissait, mais qui maintenant avait sa claque. Comment je me suis retrouvé un matin à la porte de Versailles, ça, même Dieu peut pas le savoir. Là-bas, je connaissais le coin pour y être allé très peu de fois. C'était après Exelmans. Entre Exelmans et la porte de Versailles, là où il y a le viaduc. Où il y avait le viaduc. Ma mère m'avait foutu dans un patronage, juste en rentrant du préventorium. On lui avait dit qu'il ne fallait pas que je m'amuse tout seul et que si j'avais des jeux, il fallait que ce soit des jeux qui tiennent compte de mon état. C'est-à-dire que je ne sue pas, que je ne cours pas. Et le patronage qu'elle avait trouvé, c'était un patronage de boy scout, enfin, quelque chose dans le genre, quoi. Où on faisait des travaux manuels, des jeux, où on avait un chef de patrouille, enfin, quelque chose comme ça, puis un foulard autour du cou. Ça n'a pas duré longtemps, je n'aimais pas ça. Je me faisais chier là-dedans. C'était tous, non pas des tapettes, mais des mômes qui, à 12 ans, 13 ans, n'avaient pas plus de cervelle qu'à 2 ou à 3. Ils avaient compris que je n'étais pas dans leur coup. J'avais pas leur genre. Ma mère m'avait fait de jolies petites culottes avec un petit tablier très court et un nœud par là-dessus. J'avais l'air d'un clown. Mais pas pour les autres. Les autres étaient encore beaucoup plus gandins que moi. C'était leur père et leur mère qui venaient les accompagner, puis qui ensuite venaient les chercher avec une voiture. Ça, c'était les idées de la vieille. Alors j'étais resté là vraiment très peu de temps, peut-être un mois et demi. À la fin, je faisais croire que j'y allais, mais j'y allais plus. Je découvrais un autre côté de la Seine, c'était la pointe la plus grande que j'avais poussée dans Paris. Comment je me suis retrouvé? Ben vraiment, je le sais pas. Porte de Versailles, sans doute avec le métro. Puis je me suis mis à marcher, peut-être machinalement dans la direction de l'ancien local du petit patronage. Et j'ai dépassé, j'ai longé et dépassé, et revenu, relongé, redépassé une fois encore. Les énormes bâtiments de la caserne de l'armée de l'air. Puis à force de passer, de repasser, je me suis adressé au planton, qui était là, un gars qui faisait la garde. Je lui ai dit comment il faut faire pour s'engager. Ah ben, il est assez simple. Tu veux t'engager? Ouais. Ben, tu rentres. Puis, si t'as le bon âge, tu donnes ta carte d'identité, puis ça y est, c'est fait. 5 minutes après, tu touches tes fringues
Alors je dis, t'es aviateur? Il me dit, oui, je suis aviateur. Je dis, mais tu vas être aviateur comme ça, de faction tout le temps devant la caserne? Il me dit, ah bah il y a les rampants. Alors moi je suis un rampant. Je lui ai posé quelques questions encore, à savoir est-ce que je volerais. Voler, c'était sans doute pour moi m'élever, m'en aller, m'écarter. Non seulement aller très vite et plus vite que les trains, mais on ne pouvait pas voler tout le temps au-dessus de Paris, alors j'allais peut-être partir dans un autre bled. Peut-être de l'autre côté d'une mer, je connaîtrais enfin la mer. Je lui ai dit, tous les gars qui rentrent ici sont presque tous des rampants. Ah, il m'a confirmé ça. À moins que tu connaisses un boulot particulier. Alors je dis, quel boulot tu veux que je connaisse? Il me dit, bah je sais pas, pour les avions, t'es mécano. Bah, je dis, bah mécano c'est rampant. Il me dit, non, les mécanos ça vole aussi, puis ça fout le camp avec les escadrilles et ça les répare là-bas où elles sont allées. Je suis pas mécano, mais je suis électricien. Oh, un électricien, alors oui, ça aussi c'est comme un mécano. Tu pourrais gratter là-dessus, c'est comme si tu grattais ailleurs dans une usine. Alors j'ai posé mes conditions au type, quoi, comme si c'était lui qui acceptait mon engagement. Je lui ai dit, enfin tu es sûr que si je rentre là-dedans et que je dis que je suis électricien, on me prendra comme électricien et je foutrai le camp tôt ou tard. T'as des chances, moi j'en ai pas. Alors fort de mes chances, je suis rentré. J'avais une drôle de gueule là-dedans. J'ai dit, je viens m'engager. Alors très bien, le gars s'est frotté les mains et tout, t'as raison, c'est l'avenir. T'es pas malade, non. D'où tu sors? J'y vais, j'étais dans les maquis. Oh, très bien, on n'a pas beaucoup de types qui sont allés dans les maquis, c'est parfait. On en a 2 ou 3. Qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, bah moi je voudrais voler. Ah oui, mais ça, voler, pour voler, faut avoir fait des études. Tu n'as pas fait d'études? Je lui dis, je suis électricien. Ah bah ça c'est autre chose, ouais, c'est bien. Bon bah, quel âge as-tu? Montre-moi tes papiers, enfin. Alors il a fallu que j'aille un paplard disant que mon père m'autorisait. On demandait seulement comme signature, une signature au bas d'une lettre. Je suis ressorti, j'ai pris un bout de papier, j'ai fait une lettre. Je sous-signais, enfin le modèle qu'on m'avait donné, moi, Alfred II, père de, etc., etc., autorise mon fils à souscrire un engagement. Je suis revenu avec mon paplard, peut-être 1 heure après, je dis voilà, mon vieux m'a fait ça. On n'a pas cherché de complications, à savoir si c'était un faux ou pas un faux. D'allure, j'avais tout ce qui permettait de croire que je tiendrais le coup là-dedans. Et la lettre les couvrait. Alors j'avais à signer et j'ai même pas découvert que ce que j'étais en train de signer, c'était 5 ans. Dans l'armée de l'air, on ne pouvait pas faire 3, c'était 5. J'ai signé 5. Il m'a dit, bon, mais tu vas aller là-bas dans le fond, tu vas dire qui tu es, que tu viens de rentrer, puis on va te poser des questions et après c'est fait. Alors j'ai eu droit au questionnaire. Alors donc ce que j'avais fait, etc. Bon, puis d'autres questions un petit peu plus vicieuses, ce que je pensais. Enfin, je me suis tenu à carreau là-dessus. Et le type m'a dit, bon, ben alors écoute, tu me donnes ton adresse, tu vis avec tes parents, oui. Alors tu rentres chez eux, puis tu attends, tu recevras une convocation. Pour le moment, on ne peut pas te prendre dans la caserne. C'est normal. Tout est à refaire, tout est à remettre en route. Seuls les types de carrière restent ici jour et nuit. Ça ne va pas demander longtemps. Alors j'ai posé comme question, combien tu appelles longtemps? Alors le type m'a dit, ben longtemps, ça... Disons que d'ici la fin de l'année, et on était à la fin du mois de septembre, d'ici la fin de l'année, ben ça y est, quoi, tu toucheras ton uniforme. Pour le moment, on ne peut pas te donner d'uniforme. Alors tu es considéré comme un soldat, mais t'es pas soldat, quoi. Si tu veux, tu es libre, t'es en permission, en vacances. Et alors là, j'ai rapidement avalé ma salive et c'était pas du tout ce que je voulais. Alors, je suis revenu quand même chez moi, j'ai rejoint ma chambre. J'arrivais pas à penser. 5 ans, je m'en foutais. Après tout, un papier, c'est un papier. Il fallait que je fasse autre chose. Et c'est quelques jours après, alors que je ne recevais jamais de convocation, puisque j'étais en vacances, que j'ai croisé un vague gars que je connaissais, qui lui cherchait aussi à s'engager, se trouvait sans doute dans une situation voisine de la mienne. Il ne pouvait pas reprendre le collier. Je n'ai pas voulu savoir s'il était parti lui aussi dans un maquis, mais on avait des préoccupations très voisines. Il m'a dit, moi je m'engage, mais je voudrais m'engager au front, parce que si on s'engage ici, tu glandines dans une caserne, ou bien il t'envoie chez toi. Alors je lui ai appris ce que j'avais fait. Il m'a dit, bah t'es con, quoi. Je dis, ouais, mais enfin j'ai signé 5 ans, mais c'est rien. Il me dit, ah bah ça je sais pas. T'as signé, t'as signé. Je dis, ouais, mais j'ai fait une fausse lettre, alors je pourrais toujours dire que c'est pas la lettre de mon père, mais que c'était moi. Il n'était pas aussi certain que moi que c'était simple. Je lui dis, mais si tu vas t'engager, tu vas t'engager où? Il me dit, bah, moi je partirai directement, je prends le train jusqu'à ce que ça puisse rouler, puis après, bah,
J'essaye de toucher des militaires, de leur demander où ils sont, ce qu'ils font, et de signer un papier là-haut. Alors là-bas, on refuse pas les gars, ça je l'ai entendu dire. Il y a 2-3 copains qui sont barrés, ils sont pas revenus. Il m'a dit, si tu veux, on part ensemble. J'ai dit, bah, je réfléchirai. J'ai pas réfléchi longtemps, je suis rentré chez moi, j'ai demandé un tout petit peu de fric à la vieille. Je suis allé à la gare. Alors j'ai choisi la gare de l'Est. Puis j'ai roulé. Je suis arrivé à Reims. Puis à Reims, il n'y avait rien. Le front était loin, assez loin. Et il ne semblait pas que dans toutes les armes qu'il y avait dans le coin, on ait besoin de bonhomme. Alors j'ai repris un autre train. On m'avait sorti le mot de Belfort. Alors je suis redescendu sur Belfort. En arrivant à Belfort, j'ai pas eu longtemps à attendre. J'ai croisé dans les rues de Belfort des gars qui avaient, non pas la tenue des militaires de carrière, qui nous avaient libérés, mais j'ai trouvé des gars qui avaient une allure absolument extraordinaire. Pas très enclin pour l'uniforme militaire, mais je sais pas, ça avait de la gueule. C'était pas des Space. Space, j'aimais pas ça. C'était autre chose. Une sorte de grande houppelande qui leur tombait presque sur les talons, avec un ceinturon curieux, un flingue sur le côté. C'était des Français. Je me suis approché d'eux et je leur ai demandé quelle armée êtes-vous? Et les types m'ont appris ce qu'ils étaient, des goumiers marocains. Alors mes petites questions, qu'est-ce que c'est qu'un goumier, etc. Il m'a dit pourquoi, qu'est-ce que tu cherches? Alors je dis bah, je voudrais m'engager. J'ai su qu'on demandait du monde là, quel âge as-tu, etc. Bon, alors j'ai à peine forcé. Il fallait pas de l'aide, il fallait rien. On s'engageait, on acceptait. Sur parole, on disait j'ai 21 ans ou j'ai 20 ans, je veux. Bon, on fermait les yeux, on partait. Tu connais le maniement des armes et tout? J'ai dit enfin, je connais un peu le maniement, mais j'étais surtout infirmier à la fin. Ah bon, bah alors t'étais quelque part? Je lui dis oui, j'étais dans le maquis. Oh oui, mais ça c'est autre chose. Bon, je dis c'est autre chose, ça n'empêche pas qu'on peut s'engager. Et on m'a pas posé de question le pourquoi je voulais m'engager, ni rien. Il y a un des gars qui m'a monté dans une Jeep et on est parti. On a roulé un bon moment, on s'est arrêté dans un tout petit patelin. Puis il m'a dit je t'emmène à l'état-major. Alors je suis rentré là-dedans dans une pièce avec des tas de mecs gradés qui fumaient. Puis il a annoncé qu'il venait de récolter sa première recrue. Alors j'ai été la première recrue de ces gars-là. Alors là, autre questionnaire, beaucoup plus serré, beaucoup plus, je dirais presque sévère. Qu'est-ce que je pensais des Arabes? Alors je dis, moi les Arabes, j'ai jamais rien pensé d'eux. Vous habitez où? Je dis, j'habitais à Paris. Alors là-bas, il y avait des Arabes, des bicots. Alors je dis, oui, il y avait des Arabes, des bicots, comme vous dites. Alors on m'apprend que, parce que je savais bien sûr, si je rentrais dans cette arme-là, j'allais être avec des Arabes, mais on m'apprend d'autres choses, quoi. Un peu la même rengaine que celle que j'avais entendue quand j'étais minot. C'est-à-dire que les Arabes sont tous des cossards, des feignants, des crapules, des assassins, des primitifs. C'était la première fois que j'entendais ce mot-là. Alors je me suis fait expliquer ce que c'était. Ben, un primitif, c'est un gars qui sait rien, qui connaît rien. On lui apprend une chose et puis on ne peut pas lui en apprendre deux parce qu'il oublie la précédente, sinon. Un gars qui n'a pas de cervelle. J'avais un peu envie de leur dire que c'était donc mon cas, mais peut-être que j'étais autre chose qu'un primitif. Et le type qui m'interrogeait est allé au-devant de moi, il m'a dit les primitifs, ce ne sont pas les Français. Nous, on est les chefs. Alors si tu rentres, et le gars s'est bien me tutoyer. On était des frères, des amis. Il m'a filé 2-3 paquets de cigarettes. Il m'a dit, tu vas attendre là, fumer dans un coin, puis à midi, je t'emmènerai manger au mess, je te présenterai au gars. Tu deviens tout de suite un sous-officier. Oh. Et je me suis retrouvé le soir avec un uniforme, l'uniforme que j'avais vu sur le dos des gars. C'est-à-dire une tenue américaine en dessous, avec des frocs américains, des godasses américaines, des leggings américaines. Le calot était aussi américain. Enfin, j'avais mon pactage. On allait me faire pendant quelque temps participer à une ou deux manœuvres. De gars qui arrivaient, les troupes fraîches. Et ensuite, je toucherais mon petit compartiment, c'est-à-dire une dizaine de types, je serais le sous-officier. Sous les ordres d'un autre sous-officier, légèrement plus gradé que moi. Moi, je partais directement au niveau du sergent. Ça a été vite fait, je grimpais donc l'échelle à une rapidité un peu foudroyante. Ça m'a pas du tout grisé, ni rien. J'ai bouffé le soir au mess. C'était tous des gros mecs qui ne semblaient pas avoir de souplesse dans le corps. Je me demandais comment ils pouvaient entraîner des gars à partir à l'attaque. J'ai compris après qu'on pouvait être très gros et très souple. Apparemment très emprunté dans ses mouvements, mal à l'aise pour s'asseoir, mais extrêmement à l'aise pour pouvoir ramper dans les buissons, faire partir des types, les développer sur le terrain.
Enfin, ça aussi, je l'apprenais, mais c'était pas une grande découverte. Puis j'ai fait ce qu'il m'avait dit que je ferais, c'est-à-dire que j'ai fait quelques classes. Ça a duré une quinzaine de jours, une vingtaine de jours. Puis je me suis retrouvé avec un paquet de mecs, des Arabes, un petit chef au-dessus de moi qui était un sergent-chef, puis après un adjudant-chef, un lieutenant, un sous-lieutenant. Tout ça ayant beaucoup de mépris pour la raclure, la vermine, comme il disait. Alors, quelque chose que je comprenais pas très bien quand même, c'est si c'était de la vermine et des primitifs en question, pourquoi, non pas eux les utilisaient-ils, mais pourquoi la vermine se laissait-elle utiliser? Je ne devenais pas revendicateur pour elle, mais il y avait quelque chose là à éclaircir. Alors on m'a dit que très peu de gars savaient parler le français, et quand un type parlait le français, il fallait s'en méfier. Un gars qui parle le français, c'est un évolué, un type qui a touché à quelque chose et qui peut-être a vu du pinard. Le pinard pour eux, c'est du poison. C'est bon pour nous et mauvais pour eux. Je me suis trouvé au col de la Schloug, au-dessus de Gérardmer, en bonne position, dans 1,50 m de neige à peu près. Elle était bien tombée, juste quand j'attendais que je faisais mes classes. Et puis on a glandiné là-dedans à faire de temps en temps une petite sortie, quelques petites patrouilles, histoire de me mettre dans le bain. C'était tout à fait différent de Nœud Blanc. Là, il y avait une certaine sécurité. Derrière, on était couvert. Si par hasard l'accrochage était trop grand, les mortiers se mettaient en route. Si ça durait trop longtemps, c'était les petits canons, sans recul. Après quoi, c'était la grosse batterie qui se mettait en route. Manque de chance pour eux ou manque de chance pour moi? Pour eux, c'est-à-dire les Français qui m'entouraient. On bouffait le soir, les rations. Jamais on a bouffé avec les Arabes. Alors, une nuit où ça s'est vraiment mis à chier, puis le lendemain ça a continué. On ne pouvait pas décrocher, on ne pouvait pas décoller, on ne pouvait plus se borrer. Ils s'étaient mis eux en face à décider à reprendre le col de la Schloug. On ne l'avait pas tout à fait, mais il n'avait pas perdu non plus tout à fait. On était, disons, à cheval là-dessus, une sorte de grand écart. Il a fallu rester en position, seul un gars venait, nous filait les vivres. Tout était ouvert, des gâteaux avec dedans, le fromage pilé, mis en morceaux. Alors on a résisté comme ça, comme on a pu. Ça s'est pas mal passé, mais j'étais entouré d'Arabes. Dans mon petit groupe. L'autre petit groupe qui était un peu plus loin, avec un autre mec comme moi, mais lui qui était de carrière. Impossible de discuter autrement qu'avec les petits postes qu'on avait. Moi j'avais mon poste, je pouvais sur une petite longueur d'onde particulière me rentrer en liaison avec lui. On m'a dit tu te fais pas trop chier, ça va là-bas, bon, couper, répéter. Alors je répétais, je fais l'écoute, non je me fais pas trop chier. Et puis, disons, quelques heures ont passé, à nouveau, écoute, prévu, bon, toutes les 2 heures ou 3 heures. Je reprends l'écoute, ça va, oui, ça va. Alors il m'appelait un peu le bleu, quoi, le parigot. Ils sont pas chier les mecs autour de toi? Je dis, oh bah non, ça bouge pas. Il me dit, non, mais je t'ai pas dit en face, je t'ai dit autour. Je dis, non, je suis avec eux. Te laisse pas faire. Bah, je dis, bah, ils ne font rien. Non, mais je t'ai bien dit, te laisse pas faire, hein, c'est tout, répète. Alors j'ai répété. Et un des gars qui était avec moi, j'avais pas fait attention, qui baragouinait un tout petit peu le français. On s'est mis à fumer tout doucement, comme il fallait le faire dans le maquis, en bougeant les mains, quoi. Sous la djellaba, ça s'appelait une djellaba, le grand truc que j'avais. Il m'a parlé baragouiné un peu en français. J'ai appris que ce type-là avait gratté, justement, à Paris. Ailleurs, pas chez Renault, mais chez Citroën. Et je lui dis, alors tu t'es engagé il n'y a pas longtemps? Il me dit, oh non, non, moi, il y a longtemps que je suis venu. Enfin, tout ça était moins bien dit que je le dis, quoi. Puis il en avait eu marre, travaillait à la chaîne, on le battait, on le faisait chier, il bouffait pas, il était reparti. Essayer de tenter ça en Algérie, mais en Algérie, les Algériens, ben, n'étaient pas gentils avec les Marocains. Et puis on a parlé peut-être un quart d'heure, 1 minute. Et ensuite il m'a dit, faut pas que tu dises, toi, tu dois pas dire, parlez avec moi. Je lui dis, je sais. Et à partir de ce moment, je n'ai pas arrêté de parler avec lui et d'essayer d'apprendre un peu la langue pour parler avec les autres. Seulement ça rentrait pas, je suis pas du tout doué pour ça. Alors je me gourais sans arrêt, mais je les faisais rire. Et j'ai bien remarqué que quand quelquefois on allait à l'arrière, si un Français même disait une énorme connerie et qu'il la comprenait, il ne riait jamais. L'arabe devait avoir un masque, ne pas se montrer, ne pas se dévoiler, sinon c'était non seulement une paire de baffes dans la gueule, mais quelquefois le clou. Certains types qui faisaient, quand on revenait se reposer à l'arrière dans un petit village, qui faisaient ce qu'on appelait, disons, une escapade, ils avaient droit à rester les pieds dans la neige, nus, attachés, comme des chiens, pour leur apprendre à ne pas faire d'escapade. Il y avait un bordel ambulant, le bordel militaire de campagne, qui montait de temps en temps et les gars usinaient là-dessus. Un seul coup, c'était permis, gratuit. L'armée le referait ça. Et ils remettaient la gomme, ensuite on repartait.
Ce petit jeu-là, ben, il a duré un certain temps.